Maladie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau mercredi du COFER et j'ai surtout le grand plaisir d'accueillir le professeur Frédéric Lyotet pour qu'il vous explique comment on explique et on traite la goutte en 30 minutes. Alors, tout sera enregistré, Fred, et moi je vais disparaître et je te laisse la parole. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire ça pour nous. Je me sens orphelin déjà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est un nouveau mercredi du COFER destiné aux internes, aux DES de rhumatologie de notre beau pays. Donc, nous allons voir comment expliquer aux patients et comment l'aider à traiter sa goutte en 30 minutes. Là, j'ai déjà un problème parce que les diapos ne passent pas, dire l'ambiance. Alors, des liens d'intérêt, certainement. Et puis, le principe de base que vous devez d'emblée avoir, vous, en mémoire et transmettre aux malades, c'est que la goutte, c'est facile à traiter. D'ailleurs, Tristan Pascard vous a fait un topo de ce type il y a un an, au mois de novembre. Mais là, cette fois-ci, on va se baser sur le verbatim et l'interaction avec le patient. Alors, que faut-il pour expliquer sa maladie et convaincre un goûteux? Il vous faut, c'est une recette, hein, un stylo, une page blanche, avoir un accès à Google Images ou avoir téléchargé quelques images clés qu'on va revoir. Il vous faut un peu de salive, puisqu'il va falloir expliquer. Et si vous suivez les recos, les recommandations de la SFR, c'est gagné. Après, il faut de la patience, un peu de patience, car comme vous le savez, la pédagogie, c'est souvent la répétition. Donc voilà, c'est ma recette de cuisine qu'on va revoir ensemble. Alors, le patient arrive, il est à la goutte, vous allez à la goutte. Moi, je commence en disant, c'est bien, car vous allez guérir. Vous allez guérir des crises aiguës parce que je vais vous apprendre à les traiter vous-même. Vous avez compris, si vous ne le savez pas, vous avez, à partir de l'acide urique, la formation de microcristaux, petits cristaux microscopiques, qui s'accumulent dans et autour de vos articulations, et ce sont eux qui donnent les crises de goutte. Et puis en fait, sur le long terme, pour éviter qu'elles reviennent et vous protéger, eh bien, on va utiliser des médicaments pour traiter la cause de la goutte, cet excès d'acide urique, ce que votre médecin a dû appeler l'hyperuricémie. Alors là, vous avez déjà créé une bonne ambiance. Après, la deuxième chose, c'est vous avez la goutte, sachez que ce n'est pas votre faute, ce n'est pas de votre faute. C'est un point important car le patient est souvent coupable d'avoir ce diagnostic en suspens. Ça leur renvoie des images d'Épinal en obésité, en surpoids, gros mangeurs, éventuellement gros buveurs, et ça crée un phénomène de culpabilisation qui fait que beaucoup de gens en fait ne viennent pas, ne consultent pas. Il y a toujours le regard de l'autre. Et la manière de déculpabiliser, c'est de dire, et la famille? Y a-t-il des patients, des personnes dans la famille qui sont goûteux, votre père, votre frère, vos oncles, des cousins? Et si oui, vous êtes rebondissez en disant, c'est une maladie génétique, la preuve, votre famille. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi des gouttes féminines, et là, la dimension est un peu différente. En fait, vous expliquez que l'excès d'acide urique à l'origine de la goutte est dû en bonne partie à des anomalies génétiques de gènes codant pour des transporteurs, des sortes de pompes à acide urique, qui font que l'acide urique s'accumule au lieu d'être éliminé. Et là, vous avez encore amélioré l'ambiance, vous avez déplombé l'ambiance. Après, vous montez le coupable en disant, voilà, je vous ai parlé de microcristaux, les voilà. Et si je ponctionne votre genou, on voit ces microcristaux sous le microscope. Et là, on a la preuve du diagnostic. Le coupable est parfaitement défini. Et là, je fais 4 dessins que vous allez revoir ensemble. C'est pour ça qu'il vous faut le papier. Le premier, ça concerne l'uricémie. Alors, vous leur montrez. Donc voilà, il y a l'acide urique, il y a une barre à 60 mg par litre. Quand c'est en dessous de 60, l'acide urique est soluble. Et quand l'acide urique monte, eh bien, vous allez former des cristaux. Et c'est eux qui sont la cause de vos ennuis. La bonne nouvelle, c'est que ce phénomène est réversible. Et les cristaux vont fondre. C'est-à-dire que si on vous donne un traitement pour faire baisser l'acide urique, eh bien, vous allez dissoudre ces cristaux avec un traitement, bien sûr. Et là, vous pouvez commencer de parler de l'allopurinol qu'il a peut-être déjà eu, ou le febuxostat. Et vous avez donc ce schéma, qui est d'ailleurs dans le bouquin du COFER, qui est vraiment extrêmement pratique. Et vous voyez comment on le dessine avec l'ordre de passage des différents éléments. Donc, le verbatim continue. Donc, ces microcristaux qui se sont formés à cause de cet excès d'acide urique vont disparaître si vous prenez votre traitement. Le dialogue commence, mais je l'ai commencé et les crises ont repris. Mon médecin vous envoie, m'envoie à vous. D'accord, on va les éviter en reprenant doucement l'allopurinol et je vais vous expliquer surtout comment vous allez les traiter facilement et rapidement.
Donc, je vous répète, hein, en réduisant votre acide urique, les cristaux vont se dissoudre et fondant, les crises vont s'estomper petit à petit. Puis, au bout d'un certain temps, les cristaux disparus, vous ne ferez plus de crise. Vous aurez une guérison de cet ennui que représentent les crises de. Le patient rebondit aussi. Quel délai? La réponse est simple. Des mois, plusieurs années, selon la quantité de cristaux qui se sont accumulés depuis le début. Et là, vous allez montrer que le but après, ça va être de faire baisser progressivement l'uricémie avec ces traitements des cristaux. Et là, je suis sur le concept de l'autoroute. Alors, je trace ça avec 2 barres horizontales, 60 et 50 grammes par litre. Et je dis, il y a 2 manières. Je peux vous donner un traitement, et d'ailleurs, c'est peut-être celui que vous avez eu, ou de 90 mg. Ça, ce chiffre, c'est mon chiffre fictif, mais vous pouvez l'adapter au chiffre d'uricémie de votre patient. Eh bien, il va se passer que c'est l'autoroute, et là, crac, c'est la crise. Donc, l'autoroute, c'est facile. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vécu, mais crise sur crise, et vous allez me maudire et vous ne reviendrez pas. Moi, je suis pour les vicinales, peut-être pas les vicinales, mais le chemin des écoliers, les départementales. On va diminuer tout doucement l'acide urique. Le but va être atteint de toute façon. On n'est pas pressé. On va arriver à moins de 50 mg par litre. Et puis, vous allez petit à petit dissoudre les cristaux. Et vous avez ce schéma et le concept qu'on peut mettre derrière pour les amateurs d'opéra comme Charles Masson, qui va piano, va saner. Augmentation trop rapide, on déclenche les crises de gouttes en mobilisant les cristaux. Ça, vous pouvez l'expliquer. Augmentation progressive, diminution progressive de l'uricémie et beaucoup moins, voire pas de crise de gouttes. Alors après, j'utilise volontiers le DECT, les images du DECT qu'il y a sur Google, parce que c'est très visuel et ça permet de comprendre ces amas de cristaux. Et je montre ces images, elles sont faciles à trouver, en expliquant, vous voyez, voilà les cristaux autour de votre gros orteil. Et puis quand on prend le traitement qui fait baisser l'acide urique, eh bien, 8 mois après, dans le cas présent, il n'y a plus rien. Ils ont même disparu. Donc, c'est une preuve. La deuxième preuve, c'est que mon interne, parce que vous savez faire, moi je ne sais pas, va faire l'écho, va trouver des cristaux et va montrer ce qu'on appelle le double contour, avec à la surface du cartilage qui est cette bande noire. Cette bande blanche, elle est normale, c'est l'interface, la jonction entre os et cartilage. Vous voyez qu'à la surface du cartilage, il y a une deuxième bande blanche, c'est ce qu'on appelle l'image en double contour. Cette deuxième bande blanche correspond aux cristaux présents à la surface du cartilage. Et si on refait l'écho dans 6 ou 12 mois, eh bien, on va se rendre compte, si l'uricémie a baissé, qu'ils ont disparu. Alors, on peut trouver des cristaux ailleurs, je leur explique, parce qu'ils sont surpris parfois. Je me précipite sur les oreilles alors qu'ils viennent me voir pour le pied. Et c'est vrai que ça peut déranger certains, donc je leur explique quand même, on peut en trouver ailleurs, notamment aux oreilles, on peut en trouver dans les reins, dans les voies urinaires, et je peux poser la question, avez-vous déjà eu des crises de colique néphrétique? On pourra toujours faire une échographie rénale. Donc je leur montre au besoin une ou 2 photos, ils n'en ont pas, ils en ont, peu importe. Mais au moins, ils comprennent parce qu'ils ne les ont pas nécessairement observés. Donc, pour résumer, je leur dis, vous avez une maladie génétique ou à composante génétique, car les reins et le tube digestif n'éliminent pas correctement l'acide urique. Cet acide urique, c'est chez vous, c'est à former des microcristaux, un peu comme des pièces de Lego qui sont accumulées pour faire un château de Lego. Et avec le traitement, on va déstocker ces cristaux. Vous allez guérir. Et au fait, savez-vous traiter votre crise de goutte? Alors là, on est sur, ah bah oui, la colchicine, mais j'ai la diarrhée, les anti-inflammatoires, mais ça me fait mal au ventre, la cortisone, mais j'aime pas, bien personne ne répond. Alors, ça aujourd'hui, madame, monsieur plutôt, c'est le plus important pour vous, car vous allez apprendre à traiter tout seul votre crise de goutte. Ça vous permet de vérifier s'il y a des prodromes, s'il y a un facteur déclenchant individuel, hein, ce n'est pas spécialement tous les patients qui auront un alcool donné, l'un le champagne, l'autre le vin d'Arbois, le troisième le muscadet, non, c'est tout à fait variable. Il est prodrome. Souvent, c'est nocturne, vous le savez. Ça vous permet de vérifier l'intensité de la douleur, qui est souvent supérieure à 7. Et vous leur dites, le secret, que je vous confie, il faut surtout ne pas attendre, mais commencer le traitement dès que vous sentez la crise venir. Et ça fait partie des recommandations SCP. Et donc, ça, c'est mon 3e dessin qui sert à montrer comment on transforme une crise de goutte en crisette. Les gens comprennent bien. Donc, vous avez toujours les mêmes schémas, la douleur, l'inflammation, le temps qui passe. Je leur montre la crise de goutte, ben voilà, c'est comme ça, en 24 heures. Et puis, ça descend tout seul, sans traitement, et vous allez guérir en 10 à 15 jours. Ah bah oui, c'était le cas pour la première. D'accord. Voilà la crise qui commence. Vous allez prendre la colchicine tout de suite, et vous allez alors casser la crise. Et vous leur dites, regardez bien, la quantité de douleur et d'inflammation
elle va se transformer en une toute petite quantité de douleur et d'inflammation, et vous avez transformé une crise en crisette. Et il faut leur expliquer qu'alors, pour cela, il faut avoir la colchicine à portée de main. Thomas Bardin avait l'habitude de dire dans la poche. On peut rajouter sur la table de nuit, parce que comme c'est volontiers nocturne, ça a du sens, comme on dit. Dans le sac à main, dans le sac à dos, dans le tiroir du bureau, bref, à portée de main. Pour commencer, sans attendre, dans les heures qui suivent le début des symptômes ou des prodromes, et vous leur dites, ben voilà, c'est colchicine, un comprimé ou un demi-comprimé, et vous prenez 1 mg tout de suite, et 1 heure plus tard, un demi-comprimé. Et le lendemain et le surlendemain, vous en prenez un demi matin, midi et soir. Bien sûr, comme vous êtes des fins cliniciens, les internes, vous allez vous rendre compte de l'âge et vous avez peut-être déjà la fonction rénale. Donc, vous allez adapter ces posologies à l'âge et à la fonction rénale. Si vous ne supportez pas la colchicine, ou si ça ne marche pas bien, ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres tours dans ma manche. Donc là, vous avez, c'est en bleu, donc c'est pour vous. On a un INS comme le naproxène, qui a la meilleure tolérance cardiovasculaire, à pleine dose. L'indométacine à des doses moindres, ce qui a souvent des effets indésirables aux doses élevées, en ayant toujours à l'esprit d'avoir non pas la créate, surtout pas l'urée, mais le DFG estimé. Et puis, on peut utiliser également la prednisone à une forte dose, 30 mg par jour. Dans tous les cas, il faut bien expliquer que ça n'est pas plus de 5 jours au maximum, qu'habituellement, c'est 1, 2 ou 3 jours, et que plus on commence tôt, plus le traitement va être efficace. Les gens n'auront pas besoin de garder. Ils comprennent très bien. Donc, pour vous, vous avez donc, pour continuer avec la fonction rénale, vous avez à évaluer, on fait de la médecine globale, la médecine holistique, comme on dit, on évalue les comorbidités. Et dans la goutte, c'est 50% des patients. Cardiovasculaire, vous connaissez. Insuffisance rénale, c'est un point clé. Et puis, les syndromes métaboliques, diabète, obésité, dyslipidémie. Voilà. Donc, ça vous permet, vous, de choisir vos médocs, ajuster les dosages et identifier les interactions potentielles. Donc, une fois la crise passée, monsieur, vous allez continuer la colchicine, car ça va vous empêcher de nouvelles crises, en particulier lorsqu'on va commencer le traitement. Donc, le conseil, c'est de prendre un demi-comprimé par jour, 1 demi-milligramme tous les jours, pendant 6 mois. Et puis après, on verra. Donc, ça, c'est des RCP, des recos SFR. Ça peut prévenir les nouvelles crises et ça peut aussi avoir un effet cardioprotecteur. Alors, vous pouvez aussi, c'est une petite cerise sur le gâteau, glacer l'articulation, soit avec des glaçons dans un sac à congélation étanche, soit des sacs de petits pois congelés, et il y a plusieurs moyens de les réutiliser, emballer dans une serviette de table pour ne pas brûler la peau et sans s'endormir avec. Les antalgiques, je ne vous en parle même pas. Pourquoi la colchicine en prévention? C'est comme si on mouillait les allumettes. Alors là, je fais un nouveau dessin que je ne vous ai pas mis, mais vous allez le concevoir. Une boîte d'allumettes, c'est une articulation avec des cristaux. Je vais utiliser un hypoglycémiant, j'enlève petit à petit les allumettes. Donc, dans le premier cas, ça flambe grave. Dans le deuxième cas, ça va flambouiller. Mais si je mets de l'eau sur les allumettes, ou donc si je mets de la colchicine chez un goutteux, je vais empêcher les allumettes de flamber. Ça va avoir un effet préventif. Les gens comprennent. Donc maintenant, deuxième temps de la valse, il va falloir abaisser l'acide urique. Et il y a 2 médicaments, donc ça c'est pour vous, allopurinol ou febuxostat. Petit bémol, tous ne sont pas sécables. Le zylorique, qui est la dénomination commerciale historique, est sécable. Pour l'instant, les malades m'ont dit que sans dose, le générique sans dose est sécable. Le febuxostat, que ce soit l'adénurique princeps ou le générique, les génériques, aucun n'est sécable, ce qui est nul. Il y a 2 dosages, 80 et 120. Dans tous les cas, on est dans le concept de dose progressive. Et alors là, moi, je rappelle mon schéma en disant si on va trop vite, on va vers la crise. Et donc, vous expliquez, nous allons commencer l'allopurinol qui va abaisser l'acide urique et faire fondre les cristaux. Et on procède de façon très simple. C'est comme si on montait un escalier en augmentant petit à petit les doses. Voilà un exemple. Je dis tranquille, on n'est pas pressé. On fait ça par période d'1 mois en augmentant tout doucement. Seul le résultat compte. Et dans 3 mois, dans 4 mois, peu importe, on aura atteint la cible. Vous vous rappelez, je vous ai dit 50 mg par litre. Ça, c'est pour vous les internes, c'est la même chose. C'est un concept extrêmement important. Vous avez pris la décision de débuter le THU, traitement hypoglycémiant, parce que c'est une goutte, soit la première crise ou la deuxième ou la troisième. Vous allez augmenter progressivement par palier d'1 mois. 2 options, palier de 50, palier de 100, avec à la fin de chaque palier, avant de passer au palier suivant, un dosage d'uricémie. Et moi, je fais la DFG
parce que j'ai parfois la bonne surprise de voir s'améliorer la filtration glomérulaire, passant de 50 à 70 ou 60, de 50 à 80 en 1 an, en 2 ans, peu importe, il y a vraiment une amélioration. Donc, une fois que je suis à la cible, eh ben, j'ai trouvé la dose. Je maintiens et je ne prélève uricémie et DFG que tous les 6 mois. Ce concept est important car si vous arrêtez en chemin, le malade n'est pas encore à la cible, vous êtes en situation dite d'inertie clinique ou d'inertie thérapeutique. Et en France, c'est le cas pour les malades suivis en médecine générale. On a quasiment seulement un malade sur 4 qui est à la cible. Pourquoi? Parce qu'ils ont des doses moyennes d'environ 150-170 mg par jour, largement insuffisant, mais on a parfois des malades qui à 250 sont à la cible, à 300 sont à la cible. Le phébus, c'est plus compliqué parce qu'ils ne sont pas ces cas. Il y a 2 options. Soit vous êtes des Français ancien régime et vous allez faire acheter aux malades une guillotine à comprimer, un Opinel, de façon à casser, couper en 2, plus ou moins, les comprimés de 80. Et vous allez augmenter tout doucement. Alors voilà un schéma potentiel. La deuxième solution que moi je préfère parce qu'elle est plus simple et on ne se coupe pas, c'est de dire 80 mg 2 jours par semaine le premier mois, 80 3 jours par semaine le deuxième mois, lundi, mercredi, puis 80 mg 1 jour sur 2. Dans mon expérience, j'ai la moitié au moins des malades qui, avec un comprimé 1 jour sur 2 dosé à 80, sont à la cible. Donc c'est extrêmement efficace. Et c'est notamment la dinuриque, lorsque en ville on commence 80 par jour, on voit l'uricémie qui passe à 300, bien sûr, ou à 250, mais les crises qui se reprennent. Donc, on augmente l'allopurinol, comme on a vu, vous expliquez jusqu'à atteindre la cible d'acide urique que vous devez connaître, comme pour le diabète ou l'hypertension, moins de 50 mg par litre. Vous verrez, on fera un dosage d'acide urique chaque mois pour trouver la bonne dose. Après, ne vous inquiétez pas, on ne fera un prélèvement que tous les 6 mois, voire tous les ans. Alors après, c'est la gestion au quotidien. Ça, c'est un des problèmes que vous allez rencontrer en ville. Comment faire? Soit vous avez confiance dans la relation entre le médecin généraliste et son malade. Vous pouvez faire un conseil, disant bah, vous revoyez votre généraliste tous les mois, pas sûr. Ou bien alors, moi, c'est ce que je fais. D'ailleurs, Cornea a mis en place un protocole national pour tester l'hypothèse du MEL. Donc, c'est ce que font les malades. Hein. Ils m'envoient un MEL tous les mois, ça ne me gêne pas beaucoup, avec la dosage d'acide urique, la dose d'allopurinol, de phébus, et en me disant si entre-temps, ils ont fait des crises ou des crisettes. Toujours le mot crisette, banalisé. Et je leur réponds pour dire, bah, ça y est, vous avez gagné, ou bien vous êtes sur la bonne voie, ou bien on reste à la dose, c'est bon. Donc, pour éviter les crises de gouttes que vous avez déjà vécues, on fait cette montée en marche d'escalier, ça va beaucoup vous aider. Après, vous avez aussi la colchicine qui va mouiller les cristaux, les empêcher de flamber, et donc vous allez guérir. Alors après, toujours la question fatidique, mais quel régime? Non, il n'y a pas de régime dans la goutte véritablement. On est dans du bon sens paysan. Moi, je suis à la région de Bourgogne, donc un bourguignon, un peu de l'Est, un peu de Bretagne. Vous voyez, je suis un melting pot. La malbouffe, là, il faut l'éviter. Trop de calories, trop de protéines animales, on va réduire. Il y a vraiment ces 3 éléments, les sodas, les alcools forts, la bière. Et on est dans le concept dit, on met le pied sur le frein, on va mettre le pied sur l'ABS. ABS, alcool fort, bière, et c'est avec ou sans alcool, et soda sucré avec le fructose, pas le zéro, pas le light. C'est comme si vous buviez de l'acide urique liquide. Les gens comprennent. Et à la fin, ils reviennent en disant, j'ai mis le pied sur l'ABS. En revanche, on bascule vers l'eau. Pourquoi? Alors l'eau, vous allez me dire, ça. Parce que le fait d'être bien hydraté, ça réduit les crises. 2, on va sur les laitages allégés, le 0%, qui est uricosurique, et puis on va négocier le vin. On va dire, ben voilà, vous pouvez prendre un peu de vin et ça n'est pas un facteur d'hyperuricémie, ce n'est pas un facteur de goutte. Des bémols, certains patients ont identifié que certaines boissons, notamment alcoolisées, déclenchent les crises. C'est du bon sens, ils vont arrêter le champagne. Donc pour moi, le conseil diététique à la française, c'est simple, c'est notre drapeau national. Bon, je suis désolé, on se rapproche des élections, tant pis. Eau, lait, vin. Facile. Bon, vous êtes convaincus, j'en suis sûr. Donc la goutte, c'est facile. On est dans un concept qui est, on traite tout le monde. On a un verbatim, on essaye pour dédramatiser, déculpabiliser les gens. C'est de la génette, c'est pas de votre faute. Bon, bien sûr, si c'est quelqu'un qui boit, comme j'en ai vu, une bouteille de whisky par jour, là, il a quand même mis le pied dans le piège à loup. On commence à dose faible, on augmente progressivement, qui va piano va sano,
On évite l'inertie clinique en allant à la cible, et ça, vous connaissez, traiter des polyarthrites, c'est le même principe. Donc, vos références, les voilà. Vous avez les 2 recommandations de la SFR dans la revue du rhumatisme. Et si vous voulez publier un article sur la goutte, vous utilisez la référence de John von Spine, qui a un impact factor, qui est indexé. Vous avez le mercredi de novembre, où Tristan a fait déjà un concept plus scientifique sur la goutte. Et puis, vous avez un dessin animé pour les patients ou pour vous dans le site crisedegoutte.fr. Dernière diapo, crisedegoutte.fr, vous avez un versant pro. Et on a des gens sympas qui font partie de ce groupe. Vous savez qu'on peut améliorer également l'adhérence au traitement avec des actions de TP. On a parfois des surprises. Et puis, je vous signale notre workshop qu'on organise avec Corne, Tristan et Fernando Pérez-Ruiz tous les ans, la première semaine de mars, le jeudi, vendredi. Et le prochain, c'est à l'Espace Saint-Martin à Paris, en présentiel et sans doute en digital. Et il y aura un tarif spécial interne. Voilà, à vos questions. Frédéric, merci. C'était la parfaite synthèse entre la pratique et les données scientifiques. C'est génial. Alors attends, est-ce que tu peux arrêter le partage pour qu'on puisse te voir un petit peu mieux? Voilà, j'arrête le partage. Génial. Le temps que les questions arrivent, parce que généralement elles arrivent à ce moment-là, j'avais quelques questions à te poser. La première, c'est que tu as dit qu'on commençait le traitement hypouricémiant après la première, la deuxième, la troisième crise. Je croyais que maintenant, en fait, on disait systématiquement après la première. Tu restes Alors, encore modéré dans… non, pas du tout. Il faut qu'on conçoive le principe dans le RECO SFR, c'est dès le diagnostic. Donc, si on fait le diagnostic à la première crise, on traite à la première crise. Si on ne voit le malade qu'à la deuxième ou à la troisième crise, on traite à la deuxième ou troisième crise. Le concept de la SFR, c'est dès le diagnostic. D'accord. Ça inclut la première. OK. C'est important ce que tu dis, parce que ça Oui. veut dire que plus on traite tôt, plus c'est facile. Moins il y a de stock du RAP, moins la fonction rénale est détériorée, moins il y a de comorbidité parce qu'elles sont liées, elles surviennent dans le cours d'une goutte mal traitée ou trop tardivement traitée. Donc, de toute façon, tout le monde est gagnant, et nous et les patients. Toujours dans le même type de question, Benoît Le Goff demande quel est le délai entre la crise et le début du traitement? Alors, ça, c'est une très bonne question qui est toujours très débattue. Je ne pense pas que dans les recours, on les ait mentionnés, mais on a des données dans la vraie vie. Il y a eu des essais. On s'est dit, oui, ça va aggraver les choses. En fait, la réponse est non. On peut commencer, en théorie, au vu de ces essais, allopurinol et febuxostat, très récents, au moment de la crise ou à distance. Ça dépend de votre niveau d'angoisse. Ça dépend du niveau d'angoisse du médecin, du malade. Ça dépend si vous avez tous les examens pré-thérapeutiques en main pour faire les choix. Si vous avez une fonction rénale, vous ne connaissez pas la fonction rénale et vous commencez à 100 mg alors qu'il a 50 ou à 45 ou à 40, il vaut mieux savoir. Ça dépend de votre manière de travailler. Soit vous allez pouvoir revoir le malade rapidement dans les 15 jours, 3 semaines pour commencer le traitement, ça le rassure. Soit vous vous dites, je profite du fait qu'il est dans mon service, par exemple, ou dans mon cabinet, je sais ce qu'il a, il n'y a pas de doute, et à ce moment-là, je commence tout de suite. Il n'y a pas de différence en termes de rechute, douleur, etc. OK. Autre question. Alors, qu'en est-il de l'adage 100 mg d'allopurinol correspond à une baisse de 10 mg d'acide urique? Alors, c'est comme tous les adages, il y a du vrai, il y a un fond. Je ne me sers pas de ça. En revanche, pour aller dans votre sens, je dirais que on a des patients qui sont à 80 mg et souvent, en augmentant, comme je vous ai montré, on a la surprise de voir qu'à 200 mg, ils sont à la cible. Donc, je n'ai pas de credo en termes de 100, 10%, 10%, non. Je pense que chacun est différent et que de toute façon, en évitant l'inertie et en allant en treat to target, c'est en franc-comtois, on est bon. Tu n'as pas abordé la iatrogénicité. Et en fait, quelle est la fréquence et comment est-ce que tu fais pour rester dans le côté très pratique, pour communiquer avec ou le généraliste ou le cardiologue pour faire changer les traitements et en particulier les diurétiques? Je fais un courrier et puis après, je prie. Bon, tu as à peu près Ça, le c'est un même taux vrai de réussite. problème. Tu as à peu Ça, près le c'est un même taux vrai de réussite problème. que moi. On en parlait au congrès ou au COFER. En fait, quand on a une attitude de consultant en donnant des suggestions aux médecins traitants,
on a la mauvaise bonne surprise de voir que 6 mois, 1 an après, rien n'a été, n'a rien à avancer. Donc, c'est vrai, comme pour les statines dans l'APR, on peut se dire pourquoi ne pas faire déjà un certain nombre d'ajustements. Quand il s'agit d'un malade qui a plusieurs traitements cardiaques, je ne joue pas. Quand il n'y a qu'un seul diurétique, un diurétique thiazidique en monothérapie HTA, à ce moment-là, moi, je vais passer au losartan, qui est le seul sartan avec une action uricosurique, ou avec l'amlodipine, qui est un inhibiteur calcique, qui a un effet uricosurique. Mais c'est les seules choses que je me permets. OK. Autre question. Quel autre choix thérapeutique si on ne peut pas laisser 0,5 mg de colchicine pendant 6 mois en association avec l'hypouricémiant? Ça, c'est une très bonne question. Je ne vous remercie pas. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème de tolérance. Donc, après, il y a différentes options. Certains vont proposer des petites doses d'AINS filées, du genre naproxène 275 par jour, ou un jour sur 2. Alors, après, on est entre nous. La règle, c'est 6 mois. En tout cas, c'est dans le Vidal, pour notamment la dénurique. Après, il y a la vraie vie. La vraie vie, ça peut être de dire, comme font les Anglais, si les gens ont bien compris le principe de traiter tout de suite, on peut leur faire confiance et on dit, si vous sentez la crise, venir vous traiter comme je vous ai appris. À ce moment-là, on revoit les patients au bout de 3 mois ou 6 mois pour la première période et on relève les filets, on voit ce qui s'est passé. Alors, j'avais cette attitude personnellement. Je ne faisais plus un traitement systématique. Et puis, j'ai entendu quand même un certain nombre de communications sur l'effet préventif cardiaque de la colchicine au long cours. Et là, ça défrise un peu. Donc, je me dis maintenant, je vais revenir sans doute chez les malades qui sont vasculaires avec 1 mg tous les jours ou un jour sur 2. Alors maintenant, si ça ne marche pas, on est dans l'option de, selon les comorbidités, de faire des choix. Et on traite aux crises. On ne va pas faire un traitement préventif par corticoïde. Donc, la dernière option, c'est vraiment un malade très fragile, un sang rénal, cardiaque, etc. On ne peut pas utiliser les traitements préventifs. Et à ce moment-là, on va traiter à la demande avec l'anakinra. Et on a des patients comme ça qui ils ont compris, ils m'apportent leur calendrier avec les jours d'anakinra. Et on voit les 2 premiers mois, 2-3 jours, puis les mois suivants, 1 ou 2, puis après 1, puis 0. Donc, ça permet d'avoir un traitement fiable, efficace et assez bien toléré en tout cas, à la demande, quand on ne fait plus l'anakinra continue. Là, il y a des risques infectieux certains. Et quand on le fait à la demande, c'est vraiment un traitement qui, dans les malades graves, sans rénaux notamment, est très bon. Alors, 2 questions pour continuer sur le traitement préventif. Les AINS, est-ce que tu te mets une limite ou de DFG ou d'âge? Puisque en fait, le calcul sera un petit peu plus compliqué. Je parle du traitement préventif, hein, je ne parle pas quand tu disais à dose filée. Et tu n'as pas parlé de la cortisone? Alors, moi, je n'utilise pas la cortisone en préventif. Ce n'est pas possible. D'accord. Parce qu'on est dans une corticothérapie. Vraiment, c'est inconcevable. Sachez, par exemple, qu'au Mexique, où la cortisone est en vente libre, les gens, ils sont pas mal, mais ils arrivent à l'hôpital avec des tophus, des dactylites tophacés. Un aspect chimioïde, un diabète, une ostéonécrose, voilà. Donc, la corticothérapie non contrôlée, non. Certains ont même proposé les injections de Kenacort. Au moins, c'est dans les essais thérapeutiques contre le canakinumab, par exemple, c'était un shot intramusculaire d'acétonide de triamcinolone. Et basta. Ça reste une option, ça, pour maîtriser. C'est très anglais, ça. Ouais. Et puis après, il y a l'Atranax, en tout cas, des petites doses d'AINS, un jour sur 2, un jour. Et ça, c'est vraiment individuel. Ça, je ne peux pas donner une reco. C'est-à-dire, ça peut être une solution. Alors, certains font même des cocktails, je ne donnerai pas de nom, 1 mg de colchicine plus 1 mg de naproxène. Et voilà, on fait. Alors là, c'est ça qui est beau en médecine, c'est notre côté artistique, cher Tao. Déjà, je t'ai découvert fétichiste des oreilles, si tu veux. Donc, autre question. Quelle communication avec le patient sur les risques cutanés de l'allopurinol? C'est une très bonne question. Donc, je leur explique que dans les 3 premiers mois, pour éviter les ennuis cutanés qui peuvent arriver, des mangeaisons, des rougeurs, une éruption, le fait d'augmenter tout doucement évite ça. Mais on ne peut pas tout éviter. Et donc, dans ce cas-là, je leur dis que ça survient au cours des 3 premiers mois et qu'il faut surtout l'arrêter, et qu'on ne le reprendra jamais, et qu'ils ne doivent pas s'inquiéter qu'on a des recours. Alors ça, c'est un piège que les plus jeunes d'entre nous
n'ont pas connu, c'est le zylorique. Le zylorique, c'est la dénomination commerciale. Et on a pu avoir des malades, même des professeurs de rhumato, qui ont fait une toxidermie initiale au zylorique, et puis qui, changeant de région, changeant de médecin, on leur donne alors de l'allopurinol générique, sans se rappeler qu'ils avaient eu une première éruption au zylorique, et qui vont faire le DRESS, le Lyell à la seconde, à la réintroduction. Donc, ça peut être un point pour des gens assez âgés, en disant, est-ce que vous avez déjà fait une éruption avec du zylorique? Il faut quand même connaître les noms. Je sais qu'on est dans la période des génériques, mais c'est quand même un des risques qu'il peut y avoir. Donc, je les avertis et je note sur l'ordonnance, en cas d'éruption, me prévenir, arrêter. Et tu décris un peu le type d'éruption ou tu Je dis, restes... si vous avez une éruption cutanée, D'accord. des démangeaisons, mais je ne peux pas la décrire plus. Hein. Alors, sachez quand même que les DRESS, les formes graves, peuvent survenir chez des gens d'origine asiatique, Vietnam, Thaïlande, etc., en lien avec la présence de l'HLA B5801. Donc, ou bien chez des sujets d'origine africaine. Donc, ça peut être des gens des Antilles, ça peut être des gens d'Afrique, Afrique de l'Ouest. Et donc, dans ces cas-là, moi, je ne donne pas l'allopurinol d'emblée. C'est pour ça qu'il y a peut-être un temps d'attente. Je fais le typage HLA 5801. Bien m'en a pris, parce que j'ai eu plusieurs malades d'origine africaine ou asiatique qui étaient B5801. Donc là, je suis passé au Febuxostat. Ça veut dire C'est que une des recommandations aux États-Unis. Et par exemple, en Thaïlande, ils ont fait une étude médico-économique. Et c'est plus rentable de faire le B5801 que d'avoir un malade en réa. Donc, eux, ils ont, en termes de la prévalence du B58 et du risque qu'ils ont constaté dans leur population thaïlandaise, ils font le typage. Donc, toi, dès que tu as un Asiatique ou devant toi, je parle plutôt des Asiatiques, je me sens concernée, tu fais systématiquement le typage maintenant? Je le fais, oui. Maintenant, je le fais. D'accord. Alors, on est en train de mettre Ou en tu fais place, pas parce que directement le choix de mettre du Febuxostat? c'est une autre option. Par exemple, vous savez que pour les antirétroviraux, les infectiologues utilisent le HLA B5701 pour les complications de ces antirétroviraux. Voilà, c'est un peu le même concept. Simplement, il n'y a pas les plateformes pour typer uniquement le 5801 et on fait une demande pour celle-là, cette plateforme. Ok. Eh bien, écoute, je crois que nous sommes allés au bout des questions. Merci beaucoup. Je vais lancer le sondage Vous tout de êtes au suite. bout de votre vie alors. Non, écoute, franchement, il y avait plein de questions, c'était super bien. Et vraiment, vraiment, ce côté très pratique. Et ça me rassure parce que moi aussi, je passe mon temps à faire des grabouillis et des schémas pour expliquer Alors en plus, je pendant la leur donne, tu vois, consultation. ils ont un mémoire du topo, la présentation. Donc, eh ben, écoute, en plus, tu fais un carton plein, tout va bien. Tout le monde a adoré. Donc, encore une fois, un grand merci, Frédéric, pour toutes ces explications très pratiques. Je vous laisse finir de répondre au sondage. Et je crois qu'on était très nombreux, en fait, finalement, parce qu'ils étaient très nombreux derrière l'écran. Ils étaient à 7, à 8 derrière un nom. Donc, tu as fait un carton plein. Je vous souhaite à tous de très, très belles fêtes de fin d'année. Et je nous souhaite une année Covid-free, en tout cas, j'espère, avec le moins, en tout cas, possible pour l'année prochaine. Et on continuera et vous aurez le programme des nouveaux mercredis du COFER à partir de dans pas longtemps, puisque Laurent Arnaud est en train de finaliser le nouveau programme, enfin le programme à venir derrière. Encore un grand merci, Frédéric. Merci à vous. À très bientôt. Et Au bonne année revoir. alors, bonne année, toutes Oui, sortes de choses. à Marseille, on dit bon boudin. Ciao.